Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présenté par Aurélie Véron. Le 7 décembre 2024, l'antenne lot-et-garonnaise de l'ACAT proposait un après-midi de rassemblement à l'occasion des 50 ans de l'association. Aujourd'hui, nous vous proposons un retour au stadium d'Agen où se tenaient les festivités. Avant d'écouter la table ronde et ses 3 intervenants spécialistes du milieu carcéral, qu'ils soient avocats, aumôniers des prisons ou responsables des services d'insertion et de probation, écoutons le pasteur Frédéric Girard et tout de suite la responsable départementale de l'ACAT, Marie-Thérèse Marchand. Elle revient sur l'histoire de l'ACAT pour introduire cette table ronde. Ça fait 50 ans que l'ACAT existe en France. Je veux vous dire que cette association œcuménique existe et qu'elle est vivante en Lot-et-Garonne. C'est la première chose, c'est une affirmation. C'est un événement étonnant que nous partageons avec un retour en arrière de 50 ans. En 1974, un pasteur italien rentrant du Vietnam interpelle son auditoire en Europe avec cette question lancinante. Pendant combien de temps, nous, chrétiens, laisserons-nous défigurer le visage du Christ sans réagir? C'est aussi se souvenir qu'il y a 50 ans, en 1974, 2 femmes, Edith Duterte et Hélène Engel, se sont révoltées d'entendre les récits terrifiants de tortures perpétrées durant la guerre du Vietnam. De l'emprisonnement elles ont déclaré « plus jamais ça, ça n'est pas possible, plus jamais ça ». Il faut que les chrétiens réagissent à la torture en quelque lieu que ce soit et qu'ils réagissent ensemble. En 1974, après cette voix portée, elles ont ainsi fondé l'ACAT, une association appelée Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, une ONG qui mobilise chrétiens de toutes confessions, catholiques, protestants et orthodoxes, hommes et femmes de bonne volonté, pour faire vivre l'espoir d'un monde sans torture. Mais devant l'évolution des situations internationales en 1982, l'ACAT ajoute une autre priorité, se mobiliser pour l'abolition de la peine de mort. En 1997, devant de nouvelles urgences, l'ACAT se mobilise pour la défense du droit d'asile. Vous le savez sûrement, nos actions reposent sur 2 piliers solides. L'Évangile, en particulier celui de Saint Matthieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Deuxième pilier, c'est l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Comme vous l'a dit Marie-Thérèse, notre responsable départementale de l'ACAT, moi je suis pasteur de l'Église protestante unie à Tonnes-Marmande et membre de l'ACAT depuis une vingtaine d'années environ. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour faire le procès du système judiciaire français, de la prison ou du ressentiment, tant des victimes que de ceux qui sont derrière les barreaux, mais nous pensons qu'une approche humaniste de toutes ces questions ne taisant pas les problèmes réels ou du monde carcéral, la frustration de beaucoup vis-à-vis d'une justice trop souvent imparfaite, mérite d'être évoquée et exposée. À travers les témoignages de nos 3 intervenants seront évoqués, je pense, l'importance de la dimension relationnelle, sociétale et humaine dans l'application de la loi, mais également les manques de notre système judiciaire, ses échecs comme ses réussites. À l'ACAT, nous pensons qu'en chaque victime, qu'en chaque coupable, il y a d'abord et avant tout un être humain, un homme,
une femme avec une histoire, un parcours, une espérance de réparation ou de rédemption. La CAT recueille de nombreux témoignages en France, à l'étranger, de personnes à soutenir, de personnes parfois injustement condamnées ou incarcérées, de victimes qui demandent réparation. Nos 3 intervenants auront à tour de rôle la parole pour se présenter, témoigner de leur savoir. Je laisse donc la parole à M. Jacques Ehrenschmidt, aumônier protestant des prisons pendant 15 ans à Aix et à Agen, à Maître Renaudy, avocat au barreau d'Agen, et à M. Philippe Monsavoir, ancien responsable départemental des services d'insertion et de probation, entre autres. Donc ils se présenteront mieux que je ne le fais moi-même. On peut peut-être commencer par vous, Monsieur Monsavoir. Ah bon Hein? Merci à vous de m'accueillir dans ce cadre-là, dans ce cadre anniversaire. Donc je vais essayer d'abord de cadrer un peu le sens de mon intervention, vous dire d'où je viens, ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle. Ça permettra aussi à la fois d'aborder un certain nombre de problèmes qui correspondent aux problématiques des personnes incarcérées, mais aussi des personnes qui sont en milieu libre, car souvent le focus est fait sur la question de la prison. Mais on oublie en général qu'il y a bien plus de personnes condamnées en liberté que de personnes condamnées incarcérées. On y reviendra, je vous ferai 3 explications sur le sujet. Plus près encore, plus je touche après. Après, ça va patiner. Et puis ensuite, la question du traitement de la délinquance à l'intérieur des établissements pénitentiaires, mais aussi à l'extérieur. Puisqu'en fait, l'administration pénitentiaire, non seulement elle a la charge de mettre en œuvre des décisions de justice, mais elle a la charge aussi de mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques, sociales, d'insertion, mais aussi de politiques sanitaires. Il s'ajoute à ça, pour ceux qui connaissent un peu les problématiques qui sont liées aux établissements pénitentiaires, la question de la formation à l'intérieur des établissements pénitentiaires, et de la formation à partir même de la question scolaire, puisqu'il y a maintenant, vous le savez sûrement, des établissements scolaires à l'intérieur des établissements pénitentiaires, parce que nous avons un niveau d'illettrisme et d'analphabétisme très important, et nous verrons, si j'ai le temps de vous les présenter, les statistiques qui sont liées à cette circonstance, qui fait que l'insertion sociale, et donc la progression des individus dans leur prise de conscience par rapport à leur délinquance, est souvent freinée aussi par un grand niveau d'acculturation totale, à la fois des règles sociales, mais aussi de la mise en cause de leur capacité à réfléchir à un avenir. Donc la question, elle était là. Donc très brièvement, je vais vous décrire mon parcours professionnel, mais juste pour qu'on se fasse une idée, que vous compreniez peut-être mieux ce que j'aurai l'occasion de dire et de relativiser après. J'ai commencé ma carrière dans l'administration pénitentiaire en 1978. Ne criez pas, c'est il y a longtemps. J'ai commencé ma carrière comme surveillant dans l'administration pénitentiaire. Et le premier établissement que j'ai découvert dans le cadre d'un stage de découverte, qui se fait habituellement pour les personnels de surveillance qui commencent leur carrière, ça a été, curieusement, le centre de détention d'Aix. Je le disais tout à l'heure à Maître Renaudy, quand je suis arrivé, les nouveaux bâtiments, que certains d'entre vous connaissent, venaient juste d'être finis de construire un peu après les émeutes qui avaient eu lieu. Et on venait de mettre un terme de 3 ou 4 ans maximum avant mon arrivée à ce qu'on appelait les cages à poules. C'était un système d'enfermement le soir, les détenus, dans des grandes salles qui étaient divisées, qui étaient quadrillées par des cages, au sens propre, et le soir, on les enfermait dedans jusqu'au lendemain matin. Ça rejoint votre problématique de la question des droits de l'homme. Parce que cette évolution et ces méthodes-là étaient en cours encore dans notre pays, il y a donc une 50aine d'années à peine. Donc c'était important. Et c'est de ce point de vue-là qu'il faut regarder ce qui s'est passé du point de vue du droit et de la prise en charge des personnes. Plus tard, j'ai passé le concours d'éducateur et puis j'ai été ensuite délégué du juge de l'application des peines à Beauvais, et puis ensuite j'ai été chef de service socio-éducatif et puis chargé de mission pour la mise en œuvre de certaines réformes au sein de l'administration pénitentiaire.
Et finalement, j'ai pris un poste de directeur ici dans le Lot-et-Garonne, et puis ensuite en Gironde. Et après, j'ai pris un poste de retraité, qui est très confortable, avec de faibles problèmes d'adaptation. Donc voilà. Regardons ce qui se passe au niveau des populations qui nous sont confiées dans l'administration pénitentiaire, tout en sachant que ceux que nous prenons en charge ne correspondent pas à la totalité du spectre de la délinquance. Ceux que nous prenons en charge, ce sont ceux qui font l'objet d'une condamnation pénale avec un mandat pour l'administration pénitentiaire, soit parce qu'ils sont incarcérés, soit parce qu'ils vont faire l'objet d'une mesure restrictive de liberté en milieu ouvert. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure restrictive de liberté en milieu ouvert? C'est par exemple une condamnation avec sursis, avec une mise à l'épreuve, avec l'obligation de faire ou de ne pas faire un certain nombre de choses. L'obligation de faire, ça peut être l'obligation de chercher du travail, de se former, de suivre des soins médicaux. C'est particulièrement vrai pour les questions de toxicomanie. Petite parenthèse au passage, la plus grande toxicomanie qu'on a dans ce pays, c'est l'alcool. C'est pas le cannabis, c'est pas la cocaïne, c'est pas l'héroïne. Ce sont des problématiques qu'il faut traiter. Et la plus grande problématique qu'on rencontre, c'est l'alcool. Et quand on regarde les causes de passage à l'acte en matière de délinquance, l'alcool y est souvent présente. Quand je dis souvent, c'est très souvent. Je pense en particulier aux problématiques de violence et d'abus sexuels intrafamiliales. Parce que, évidemment, l'alcool, vous le savez, désinhibe un certain nombre de personnes, et donc elles ont plus de facilité à se mettre en colère et à passer à des options violentes. Donc, dans toutes les statistiques, les chiffres que j'aurai peut-être l'occasion d'aborder, gardez à l'esprit que ça ne concerne que celle de l'administration pénitentiaire. En fait, le spectre est plus large. Il y a des gens qui sont condamnés, par exemple à un sursis simple, et qui n'aboutissent pas, qui ne sont pas pris en charge par des services de l'État à la suite. Ils sont simplement condamnés à un sursis. Et s'ils recommencent, s'ils récidivent, il y aura peut-être une condamnation avec un suivi socio-judiciaire qui se mettra en place. Notre mission, c'est à la fois de faire exécuter la peine, qu'elle soit en milieu fermé ou en milieu ouvert, car dans tous les cas de figure, c'est une peine, c'est-à-dire que c'est une sanction qui est prononcée par un magistrat ou par un groupe de magistrats et qui va obliger l'individu à un certain nombre de concessions sur ses libertés. Le deuxième volet de notre action, elle doit être éducative. Comment, effectivement, faire progresser les individus pour arriver à comprendre ce qu'ils ont fait à la victime, quelles sont les douleurs, quelles sont les blessures qu'ils ont infligées. Alors, c'est très compliqué. Ces dernières années, on a mis en place dans les établissements ou en milieu ouvert des groupes de parole. J'ai vu que vous étiez un peu intéressé à la justice restaurative. Il aurait été intéressant que Paul Ngourzoulou, qui n'est pas très loin de nous puisqu'il travaille à l'ENA, puisse venir en parler. C'est un spécialiste de la chose, il en parlerait bien mieux que moi. La justice restaurative, c'est un processus qui nous vient du Canada, qui consiste à faire discuter des victimes et des condamnés, pas les agresseurs des victimes et des condamnés, sur les questions effectivement de prise de conscience des agresseurs sur leurs victimes. C'est un processus complexe qui nécessite beaucoup de temps, accessoirement aussi beaucoup d'argent. Et donc là, on a cette double orientation qui parfois ont du mal à être complémentaires. Parce que en prison, la nécessité de l'ordre est permanente. S'il n'y avait pas d'ordre dans les prisons, ce serait compliqué, et on voit bien quand il y a des mouvements de soulèvement dans les prisons, comment il est compliqué d'arriver à ramener le calme. C'est à peu près partout, remarquez. Et puis la nécessité d'accompagner, c'est-à-dire de se doter d'outils qui permettent de faire progresser les individus. C'est un travail long, c'est un travail compliqué, c'est un travail qui nécessite un travail avec différents corps, des éducateurs, des assistantes sociales, des personnels spécialisés, des psychologues, des médecins, et puis aussi des bénévoles. À l'intérieur des établissements pénitentiaires, on rencontre aussi pas mal de bénévoles. En milieu ouvert, exactement la même chose, avec un partenariat qui est ouvert aussi sur la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui, en milieu ouvert, interviennent à l'accompagnement des jeunes, moins jeunes, dans la cité.
la mission Bonne Maison, c'était il y a longtemps, c'était au début des années 80, a créé tout ce qui était les CISPD, les CCPD, c'est-à-dire des organismes de concertation locaux pour organiser la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier en milieu ouvert, en associant à la fois les services pénitentiaires, les services préfectoraux, la police, mais aussi tous les services, par exemple, de la PJJ et les services des communes, quel que soit leur particularisme. Donc, ces transformations, depuis une cinquantaine d'années, ont amené à un dispositif de prise en charge relativement complet qui a réfléchi en interne et avec les partenaires sur comment effectivement mieux traiter les personnes que nous prenons en charge à l'intérieur des établissements pénitentiaires, parce que c'était une vraie problématique. Quand j'étais jeune surveillant, quand je suis rentré pour la première fois dans une prison, c'était à Pontoise. La prison de Pontoise, à l'époque, c'était 92 places et 450 détenus. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Ce qui surprend le plus quand on a une vingtaine d'années et qu'on arrive dans un établissement comme ça, c'est à la fois le bruit permanent, jour et nuit, parce que c'est des prisons comme vous les avez vues dans les films, avec des corridors, avec des passerelles qui circulent le long des cellules. À l'extérieur, je suis désolé, c'est un peu trivial, mais à l'extérieur de ces cellules, il y a les chasses d'eau. Et donc, il y a toujours des chasses d'eau qui se tirent. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours des gars qui tapent dans la porte parce qu'ils veulent voir un surveillant, ils veulent aller à l'infirmerie, ils ont mal quelque part, ils veulent qu'on appelle leur avocat. Absolument, d'urgence. Ils veulent qu'on appelle leur juge, etc. Donc il y a toujours un mouvement permanent qui arrive là. Et donc quand on a 20 ans, on arrive là-dedans. Il y a le son, il y a l'ambiance, donc ce bruit permanent, c'est ce qui m'avait surtout choqué, puis il y a l'odeur. Sans suivant l'eau de Javel. Parce que on asperge l'eau de Javel, parce que souvent quand on a des vieux bâtiments difficiles à entretenir, on met beaucoup d'eau de Javel, donc il y a une espèce d'odeur d'eau de Javel mélangée au tabac. Parce que dans ces années-là, le tabac était omniprésent. On avait une population qui fumait, je vais dire n'importe quoi, mais à 70% les gens fumaient. Il faut imaginer aussi la vie des gens non fumeurs dans les cellules où ils étaient 4, où il y en avait 3 qui fumaient. Imaginez le volume de clopes que ça fait, l'odeur, etc. Donc il y a eu, on partait de ça, avec des gens qui avaient le droit qu'à une douche par semaine, voire pas de douche, avec des gens qui étaient soumis aussi à une médecine qui était une médecine pénitentiaire, les UXA, c'est-à-dire les unités de soins ambulatoires au sein des établissements pénitentiaires ne sont arrivées qu'après. Et dans ma jeunesse, c'était le médecin pénitentiaire qui venait, donc il y avait un médecin qui venait une fois par semaine et qui soignait les pieds, les estomacs, les dents, la tête, à peu près toujours avec le même traitement, de l'aspirine. C'était un médicament quasiment universel. Et il y avait une infirmière qui, la pauvre, se débattait et qui faisait ce qu'elle pouvait. Et puis ensuite il y a eu des unités ambulatoires qui sont en fait rattachées à l'hôpital. Donc l'administration pénitentiaire n'a plus eu la charge de la médecine au sein des établissements pénitentiaires, donc ça a sensiblement amélioré les choses tout de suite et ça les a grandement améliorées par la suite avec la création des SNPR. On en reparlera peut-être. Donc tout ça pour vous dire, on est parti d'un constat qui était très, très compliqué et on peut le dire aussi, je crois qu'il faut le dire, avec un niveau de violence dans les établissements pénitentiaires, de violence entre co-détenus, mais aussi de violence institutionnelle qui était extrêmement fort. C'était un peu effrayant, pour tout vous dire. Quelque chose d'un peu effrayant. Et puis, les choses évoluant, on a eu des élections de 81, il y a de nouvelles orientations, il y a eu des choses qui se sont mises en place dans les établissements. Par exemple, on a incarcéré moins de mineurs. Je le disais tout à l'heure à Maître Maudy, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait des gamins de 13 ans qui étaient incarcérés. Il y avait encore des gamins de 13 ans. Donc dans les quartiers mineurs, on avait 13-18. Autant vous dire qu'à cette période de la vie, entre 13 et 18 ans, ça fait une différence énorme. Et c'est très compliqué. Donc on est parti de ce constat, on part de tout ça, et on regarde comment ça évolue.
Et ça, on pourra peut-être en reparler au cours de la journée. Et donc, moi, j'ai fini ma carrière, il y a quelques années, dans le service de la Gironde, avec le développement d'un certain nombre d'axes nécessaires à la prise en charge des personnes, et avec des financements qui, à cette époque-là, étaient relativement importants et qui ont continué à augmenter. En fait, le budget de l'administration pénitentiaire a très largement augmenté au cours de ces dernières années, contrairement à beaucoup de temps. Dernier mot, sur les établissements, on n'est pas loin de la maison d'arrêt d'Agen que certains d'entre vous, que moi je connais bien. On est tous les ans condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme sur la question des conditions de détention. C'est intéressant d'être condamné une amende, mais pendant qu'on donne de l'amende à la Commission européenne des droits de l'homme, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas dans les établissements à construire. Le problème, c'est qu'on a pendant très longtemps négligé la construction d'établissements pénitentiaires. Et donc les conditions de détention se sont faites souvent dans des établissements anciens, mal adaptés, qu'on a retapés comme on a pu, qu'on a aménagés comme on a pu, mais qui n'ont jamais atteint un niveau correct, tel qu'on peut le voir par exemple dans certains pays de l'Europe du Nord en particulier, où les conditions de détention sont bien meilleures. Mais en même temps, compte tenu que le parc pénitentiaire est extrêmement ancien, on a beau construire, et on a beaucoup construit malgré tout ces années, on n'arrive pas à remettre le système à niveau. Le déficit d'investissement pendant 40 ans, peut-être même 50, peut-être même depuis la guerre fait qu'en fait, on n'a pas réussi à rattraper le niveau. On est toujours à se courir après. Parce qu'au fur et à mesure qu'on en construit, il faut en fermer parce qu'ils sont tellement vieux, tellement dégradés, qu'on ne peut plus les retaper, on ne peut plus les remettre en ordre, ça ne correspond plus à rien. Je rappelle que dans ce pays, normalement, l'encellulement individuel est la norme. Pour l'instant, ce n'est vrai que dans les établissements pour peine, c'est-à-dire les maisons centrales, les centres de détention, et ce n'est sûrement pas vrai dans les maisons d'arrêt, malgré les efforts qui ont été faits. Donc la question aussi, c'est une question de société. Est-ce qu'on accepte de payer plus d'impôts pour avoir plus de prisons, ou est-ce qu'il faut trouver un autre système? Puis, il y a autre chose. Les prisons, c'est un peu comme les autoroutes. Tout le monde en veut, mais pas chez soi. On est bien conscient que c'est nécessaire, mais pas ici. Donc je me rappelle des discussions qu'on a eues avec un certain nombre de communautés territoriales, quand il a fallu proposer effectivement des plans de construction d'établissements, surtout dans le cadre du programme 13 000 à l'époque. C'est infernal. Hein. Parce que éloigner, je termine là-dessus, je passe la parole à mon collègue, éloigner les prisons des centres-villes, c'est éloigner les familles aussi. Parce qu'il va falloir que les familles puissent y arriver jusqu'aux prisons pour que les parloirs aient lieu, ou alors il faudra un investissement de la collectivité pour créer des lignes de transport en commun. Ça paraît pas, mais quand par exemple on construit un établissement pénitentiaire à Neuvic, en Dordogne, ou à Mozac, en Dordogne aussi, certes le terrain n'était pas cher, mais comment font les familles, qui souvent ont des revenus assez modestes, pour pouvoir aller au parloir dans ces lieux très isolés? C'est une question qu'il faut se poser aussi, parce que c'est dans la prise en charge qu'on envisage pour les personnes qui sont incarcérées, il y a aussi la question du maintien des liens familiaux. Donc c'est une piste aussi de discussion. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Monsavoir. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Et pour cette seconde partie du Découverte Magazine, écoutons maintenant Jacques Ehrenschmidt, aumônier au centre de détention d'Aix et à la maison d'arrêt d'Agen, membre de l'église protestante unie d'Agen. Le mot humanité n'apparaissait pas dans le serment des juges, mais il apparaît dans le serment des avocats. Ça m'a intéressé, je vous laisse comme ça réagir chacune pour soi. Alors, pour l'aumônier, il n'est pas question de se demander si l'aumônier intervient ou non avec humanité, mais je reviens là cette fois à ce qui a été dit tout à l'heure. Dans les piliers de l'intervention de l'aumônier, il y a bien sûr l'évangile. Dans l'évangile de Matthieu, dans lequel il est dit « J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais malade et en prison et vous êtes venu me voir. » Bon, c'est le premier pilier, bien sûr. Et
j'ai trouvé une réflexion d'un prédicateur anglais, baptiste, connu de beaucoup, je pense, qui s'appelle Charles Spurgeon, et qui m'a intéressé pour illustrer un petit peu le travail de l'aumônier, mais aussi sa mission, l'ampleur de sa mission. Alors je vous le cite, c'est assez court. « Allez où vous voulez, vous n'avez pas besoin de fouiller le monde pour découvrir des pécheurs avec un accent aigu bien sûr, hein, car ils sont choses communes. Vous pouvez les trouver dans chaque ruelle et rue de chaque cité, de chaque ville, village et hameau. C'est pour de telles personnes que Jésus est mort. Si vous me choisissez le spécimen le plus grossier de l'humanité, du moment qu'il est né d'une femme, j'aurai de l'espoir pour lui malgré tout, parce que Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver les pécheurs. » Voilà cette pensée de Spurgeon qui m'a beaucoup inspiré aussi. Alors juste brièvement, ma vocation, parce que pour moi, le terme de vocation, il est important dans ce qui m'est arrivé. Je ne m'intéressais pas du tout à la détention. J'étais enseignant puis personnel administratif. Et puis, lorsque le pasteur de l'Église protestante unie de l'époque a annoncé qu'il partait, je suis allé le trouver, je lui ai dit « Ah, tu es aumônier de prison, est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe, de quoi il s'agit ?» Et puis il a tourné le dos, il est allé parler à quelqu'un d'autre. Et la question est tombée dans l'oubli jusqu'à l'année suivante où il partait. Et où, allez savoir pourquoi, je suis retourné le trouver en lui disant « Bon, l'année dernière, tu ne m'as pas expliqué en quoi consistait ta mission d'aumônier. Bon, j'aimerais bien quand même que tu m'en parles. » Et je me suis entendu dire « Ça tombe bien, je m'en vais au mois de juillet, tu vas me succéder. » Alors, vocation ? Point d'interrogation. Du coup, j'ai rencontré l'aumônier régional dans la foulée. L'aumônier régional m'a agréé dans la foulée sans se poser trop de questions, parce que c'était au cours d'un repas. Et puis après, rencontre au plan national et agrément. Voilà. Donc, vocation, je souligne, parce que je crois que c'est important, vraiment important, pour en tout cas le ministère de l'aumônier. Alors, ce que j'ai vécu dans la prison, c'est l'impression qu'il s'agissait d'une caricature de la société. J'ai employé le mot caricature en sachant que ça avait l'air provoquant, mais dans l'enfermement que peut connaître une personne détenue, dans cet enfermement, la promiscuité, il a été évoqué tout à l'heure aussi les conditions d'hygiène, la fréquentation de personnes qui sont parfois, pour ne pas dire souvent, plus expertes en criminalité ou en délinquance que vous. Je me souviens d'une réflexion qui avait été faite par un aumônier plus ancien et qui disait « Tu entres en prison avec la grippe et tu en sors avec la peste ». Quelquefois, c'est très parlant. Alors, la mission de l'aumônier, pour moi, évidemment, d'après ce que je vous ai lu de Spurgeon tout à l'heure, c'est l'objectif premier, c'est annoncer l'évangile. Alors, la loi, je l'évoque brièvement, mais c'est important, elle dit bien que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte, mais un peu plus loin, dans un alinéa, elle dit que pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics. Alors l'aumônier, il est là donc pour assurer le libre exercice du culte, il est là pour rencontrer les personnes détenues et leur annoncer l'évangile. Bien, cela peut se faire de différentes manières, et de l'expérience que j'en ai, annoncer l'évangile, ça peut se faire avec un gourdin ou avec de l'humanité, je mets des guillemets au mot humanité exprès. Si j'ai dit un gourdin, on peut se servir de l'évangile comme d'un gourdin. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Je n'accuse personne et peut-être que les personnes qui se servent d'un gourdin pour annoncer l'évangile ont raison alors que j'ai eu tort de ne pas m'en servir.
l'aumônier peut aussi pratiquer une relation plutôt individuelle avec la personne détenue, ou au contraire une relation plus collective. Pour ma part, je me suis davantage intéressé à la relation individuelle parce que la pratique du culte en détention, faire un culte avec des personnes détenues, pour beaucoup d'aumôniers en particulier de la sensibilité évangélique, c'est très important, c'est même vital, mais souvent c'est très ambigu. Un certain nombre de personnes détenues qui viennent assister au culte, ils viennent pour remplir du temps de détention, ils viennent parfois aussi pour polémiquer avec l'aumônier ou pour polémiquer avec leurs camarades ou pour véhiculer des idées qui sont sans rapport avec l'objectif initial du culte. Dans la relation individuelle, c'est très différent et ça comporte malgré tout des risques. Le risque, c'est d'oublier l'évangile pour lequel on est venu en détention et de parler de la famille, de la personne détenue, de parler de son parcours personnel, d'être manipulé. Je l'ai vécu. Et je pense qu'il faut, on l'apprend avec le temps, il faut s'endurcir, il faut une forte personnalité pour déceler les tentatives de manipulation, l'utilisation de l'aumônier à des fins de satisfaction de besoins individuels de la personne détenue. Mais c'est dans cette pratique de relation individuelle que j'ai trouvé les meilleurs moments de ma mission d'aumônier. Alors, est-ce que l'aumônier doit se fixer le but de convertir des gens? Ça, c'était l'histoire du gourdin tout à l'heure. Non, tout simplement, il doit annoncer l'évangile. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de manières d'annoncer l'évangile. Et c'est là que je retrouve le mot d'humanité. Dans la personne de l'aumônier, dans son discours, dans le regard qu'il porte ou qu'elle porte sur la personne détenue, il doit y avoir précisément ce respect de l'humain qui fait que l'aumônier doit considérer que, comme le disait Frédéric tout à l'heure, la personne détenue reste un être humain, reste une créature de Dieu à qui l'on s'adresse avec amour, l'amour de Dieu, au nom duquel on est venu en prison. Alors, après 14 ans passés en détention, je serais tenté de dire que il ne faut surtout pas regarder à la performance, entre guillemets, dans ce ministère. On ne fera pas des conversions à l'appel. On découvrira la personne humaine dans toutes ses dimensions avec des profondeurs insoupçonnables. Mais on aura parlé avec conviction, avec fraternité, avec humanité, avec amour de celui qui nous a envoyés là et qui habite toute notre vie, qui éclaire toute notre vie et du coup qui met de la lumière dans nos regards, dans nos cœurs et qui fait briller un peu cette lumière dans les cellules. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous et à toutes, merci de votre invitation. Je suis Maître Renaudy, avocat, vous l'avez compris. Vous parlez de moi pour comprendre pourquoi j'exerce ce métier. Tout d'abord, c'est que nous avons tous en commun une qualité, c'est que je crois que nous aimons notre prochain. Et comme j'aime parler et j'aime assister à un certain nombre de personnes, j'en ai fait un métier. Je suis devenu avocat. Et ça fait 13 ans que j'exerce pour un certain nombre de personnes. Je défends des hommes, des femmes, des enfants, principalement dans 3 domaines d'intervention que sont le droit pénal,
le droit des étrangers, le droit du travail. Pour vous parler de mon métier, c'est avant tout un engagement parce que je vous ai parlé d'hommes, de femmes, d'enfants. Certains diraient des invisibles, des infréquentables, des incompris, des incomprises. Donc vous avez, dans mon quotidien finalement, j'assiste, j'accompagne, et vous m'avez demandé d'intervenir aujourd'hui pour compléter l'intervention de mes deux interlocuteurs et de vous dire de quelle manière, moi, avocat, j'accompagne toutes ces personnes. D'un point de vue très pratique, rencontrer toutes ces personnes à défendre, c'est d'abord de l'écoute, c'est d'abord de la compréhension, c'est aussi un biais culturel, parce que vous l'avez compris, j'interviens également et principalement en droit des étrangers, que comprendre un parcours de vie, un parcours migratoire, une culture, une histoire, et c'est beaucoup de choses à essayer de verbaliser et à remettre en tout cas dans un cadre et dans une procédure. J'ai entendu mes intervenants parler d'un certain nombre de problématiques, donc je vais vous énoncer celles que je rencontre moi au quotidien. Déjà, quand je reçois une victime, il y a cette première difficulté de libération de la parole. Vous savez, on apprend à être avocat, on est formé sur des textes, sur de la loi, mais apprendre à écouter quelqu'un, apprendre à lui laisser un espace. Je crois que oui, ça fonctionne. Lui laisser un espace de parole et surtout lui faire comprendre que l'interlocuteur que vous avez en face, il vous croit. Ça, c'est important. Après, c'est arriver à lui expliquer quel est son chemin, son cheminement, parce que l'institution judiciaire, elle a encore un peu de mal avec la place de la victime. Je vous en parlerai. Donc il y a d'abord cette approche où l'avocat, il doit s'adapter. Alors je vais vous le dire de suite, des avocats, il y en a autant de différents que d'hommes et de femmes différentes. C'est un métier où chacun l'exerce avec son humanité, et il est vrai qu'on a fait référence à mon serment qui, je vous le rappelle, il y a 13 ans de cela, j'ai juré d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Alors tout ça, on y met un petit peu ce que l'on souhaite dans la façon de l'exercer, et quand je vous dis qu'il y a autant d'hommes et de femmes différentes qu'il y a autant d'avocats, c'est que comme nous ne faisons pas les mêmes matières, mon épouse par exemple qui fait du droit des affaires, qui travaille avec des sociétés, des grands entrepreneurs, elle ne fréquente pas du tout les mêmes clients que j'ai moi. Et lorsque nous échangeons sur notre quotidien, ce n'est pas du tout la même chose. Mais pour revenir à l'objet de votre réunion, quand je défends ces invisibles, ces incompris, ces infréquentables, je dois les accueillir, je dois les écouter et je dois transformer leurs difficultés en une action, en une procédure. Donc les victimes, c'est les accompagner devant la justice, les aider à porter plainte, les aider à les orienter vers des services bien plus adaptés que les miens. Il y a des psychologues, des médecins légistes, tout un certain nombre d'intervenants qui vont pouvoir en tout cas les accompagner. S'agissant des populations migrantes, et je préfère ce terme que le terme d'étranger, il y a souvent un certain nombre d'associations qui sont très utiles sur notre territoire, en tout cas pour les accompagner également. Je travaille avec de très nombreux interprètes aussi, parce que la barrière de la langue, même si nos téléphones nous permettent d'essayer de traduire un petit peu, ça ne fait pas tout. Et à ce moment-là, le parcours commence, et la première difficulté que j'aimerais pointer avec vous, c'est l'épreuve du temps. Le temps pour le justiciable, il est différent du temps de la justice. Et ce temps-là, il peut mettre des mois, voire quelques années avant qu'il y ait une réponse de la justice, une réponse pénale, une condamnation. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience que toutes ces personnes-là qui sont dans l'attente de justice, les moyens de l'institution pour laquelle je travaille, en tout cas que je fréquente quotidiennement, c'est une des plus grandes difficultés, et c'est une de mes plus grandes difficultés aussi en tant qu'avocat depuis 13 ans, parce que j'ai une grosse difficulté face à la non-réponse. J'ai du mal encore à regarder ces personnes et ne pas savoir quoi leur répondre, parce que, vous savez, on peut justifier du travail que l'on fait, mais quand la justice ne répond pas à nos efforts, ça c'est une première difficulté. Il y a un deuxième public qui est le thème de votre journée, c'est coupable. Alors moi ce mot il ne me plaît pas, je suis avocat de la défense, j'aime bien cette présomption d'innocence, donc j'aime bien les personnes mises en cause, mais les coupables on les a presque déjà condamnés, vous voyez. Donc
Ces personnes qui sont mises en cause dans des dossiers, tout va dépendre si elles se présentent libres à mon cabinet ou si, comme on vous l'a indiqué, je vais les voir en détention. Et là, pareil, le dialogue, il n'est pas le même. Vous savez, la confidence qu'on reçoit dans un cabinet qui est libre, c'est pas la même chose qu'un parloir d'avocat où déjà tout dépend des conditions des établissements dans lesquels on est reçu, parce que fréquentant les établissements pénitentiaires de la côte basque jusque le grand sud-ouest de la Gascogne, je vais vous dire que tous les établissements ne sont pas à la même enseigne et vous pourrez en témoigner. Et c'est là déjà les premières conditions où, quand la personne est détenue, essayer de recevoir et de créer un lien de confiance, parce que c'est ça, accompagner, être avocat, c'est créer un lien de confiance, c'est votre problématique, je la reçois et je vais vous accompagner. Et créer ce lien-là dans des conditions qui sont souvent difficiles, c'est quelque chose de très dur, parce que vous avez le bruit, un peu comme aujourd'hui, vous savez, on essaye de se concentrer tous en commun, puis on entend le bruit extérieur, on entend les portes qui claquent, on entend là, tout à l'heure les sirènes du basket, on entend les cris, c'est ça en fait, quand vous êtes dans une cellule, dans un bureau avocat pour recevoir cette personne détenue, c'est arriver à créer ce lien de confidence en très peu de temps, parce que les parloirs ont un temps limité, et souvent il faut faire beaucoup de déplacements. Et ces personnes-là, elles sont aussi isolées parce que, alors il y a des moyens de communication pour en discuter, mais on ne peut pas, nous avocats, les appeler. Eux, ils peuvent nous appeler, ils ont des fois un accès au téléphone, mais le lien à la communication, c'est le plus important, et ça n'existe pas encore de manière très opérationnelle. Un dernier exemple pour vous expliquer en quoi c'est difficile, c'est que j'interviens pour des auteurs ou pour des victimes, soit devant le tribunal de police jusqu'à la plus haute des juridictions répressives, qui est la cour d'assises. Et récemment, je devais défendre quelqu'un de sourd devant une cour d'assises. Et lorsqu'il est rentré en détention, en fait, l'administration pénitentiaire n'avait pas fait attention qu'il avait des appareils, et il n'était pas prévu, en fait, de lui changer ses appareils parce qu'il n'y avait plus de piles. Et pendant un moment donné, en fait, ce monsieur était enfermé dans le silence. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas communiquer, il ne pouvait pas entendre, ce qui était complètement aberrant. Et moi, avocat, j'ai dû demander l'autorisation au juge d'instruction, parce qu'il y avait une procédure qui était ouverte, d'avoir l'autorisation de lui faire rentrer des piles en détention. Vous comprenez, c'est même pas mon rôle, mais humainement, je ne pouvais pas laisser cette personne sans aller à la pharmacie acheter des piles à 6 € et essayer d'avoir l'autorisation de rentrer des piles pour que ce monsieur puisse entendre. C'est-à-dire que même en 2023-2024, on a aujourd'hui des problématiques qui sont les nôtres, qui sont ici, qui sont des fois toutes petites ou ignorées, mais qui peuvent rendre, en tout cas, la vie en détention ou la vie pour toute cette personne bien plus difficile. Et dernièrement, pour celui-ci, alors que son procès était prévu dans 15 jours après, je fais la route, imaginez, jusqu'au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, donc la route est quand même assez longue. Et au moment où j'arrive là-bas, le surveillant du parlement me dit « Maître Renaudy, votre client n'est pas là. » Mais il est où? Et là, on m'oppose, on me dit « Nous ne savons pas vraiment. Il est parti médicalement, et comme il y a ce secret médical, il y a ce manque de communication entre les services, déjà, on ne m'a pas prévenu, on a fait quasiment 2 heures de route pour aller le voir et préparer son audience, et il n'était pas là. Mais c'est surtout que je suis reparti avec l'inquiétude pour celui-ci. Vous savez, le procès approche, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il va atteindre à sa vie avant même de pouvoir se défendre. Et j'étais dans cette incertitude-là, personne ne pouvait me répondre. Et même quand j'ai demandé à l'administration pénitentiaire en disant « Écoutez, je suis son avocat, dites-moi où il est », on n'a pas pu me répondre. Alors j'ai été obligé d'écrire un petit peu partout un certain nombre de chefs de juridiction pour que, au final, ce qu'on appelle une conseillère d'insertion et de probation prenne quelques minutes de m'envoyer un courriel, de me dire « Maître Renaudy, j'ai appris que vous avez essayé de voir monsieur un tel, il est hospitalisé à tel endroit ». Mais imaginez comment aujourd'hui, même l'exercice des droits de la défense est difficile dans des conditions comme celle-ci. Pour moi, c'est pas difficile, je repars, je suis libre. Mais pour lui, enfermé dans le silence, qui en plus ne peut pas communiquer, son procès, on a des vraies difficultés, et ça, c'est du quotidien d'avocat, en fait. Et donc, aujourd'hui, quand il m'a été demandé d'intervenir pour me dire « Mais Maître Renaudy, essayez de nous donner un point de vue un peu humaniste, un regard humain sur ces problèmes de la justice », il y a tout ça. Alors, il y a d'un côté des victimes, il y a d'un côté des auteurs, et j'ai envie de vous dire, mais à un moment donné, ils vont se rencontrer.
le premier intervenant, vous aviez un sujet très intéressant, je n'y mettrai pas le doigt parce qu'on pourrait y parler des heures, mais il y a ce concept de justice restaurative où je vous conseille de vivement dire tout ce que vous pouvez avoir sur le sujet, mais dans le temps de la justice, l'auteur et la victime, des fois, ils se rencontrent. Ils se rencontrent déjà dans le stade de la garde à vue, parce qu'il peut y avoir une audition de confrontation, et ça c'est terrible, parce que vous, victime, vous déposez plainte, et puis finalement le policier considère, ou à la demande du magistrat, considère que la plainte que vous avez déposée, peut-être qu'on ne vous croit pas beaucoup, alors on va vous confronter. Et à ce moment-là, dans un bureau de police qui n'est pas adapté pour recevoir ce genre d'audition, on va placer des chaises telles que vous êtes là, et puis des fois on va être très très proche, et vous allez devoir répondre à des questions, et ce que vous dénoncez, vous allez devoir le dénoncer à côté de l'auteur. Et imaginez quand nous sommes sur des faits à caractère sexuel, qui peuvent des fois avoir une origine intrafamiliale, où tout a été non dit pendant des années, vous vous retrouvez là, d'une matière brute, où la justice n'a pas prévu de système, de moyens pour organiser ce genre d'événements, et vous, victime, vous êtes à côté. Et souvent, l'avocat, il est au milieu, voilà, pour essayer de faire ce paravent artificiel. Voilà. Et ça, c'est un premier point de rencontre. Mais il y a aussi le plus quotidien des points de rencontre au procès. Et il y a une association qui travaille, qui accompagne les victimes, qui s'appelle France Victime 47, qui quotidiennement à toutes ces audiences, et qui me faisait encore la remarque récemment. J'ai dit, Maître Renaudy, vous imaginez, il n'y a pas de plan d'audience. C'est-à-dire que quand l'audience commence, l'huissier audiencé, c'est-à-dire l'huissier qui fait l'appel, vous êtes présent, vous n'êtes pas présent, qui êtes-vous, vous êtes convoqué, vous êtes victime, elle vous fait rentrer dans la salle, mais elle ne vous dit pas, vous victime, vous êtes de ce côté, vous auteur, vous êtes de ce côté, puis elle n'a pas le temps. Ce qui fait que par moment, vous, victime, vous arrivez un petit peu en retard parce que vous avez peur de tout ça et vous avez envie de rester un petit peu en retrait. L'huissier d'audience, il note votre nom et puis il vous dit, madame, monsieur, vous asseyez là. Sauf que l'huissier, il n'a pas eu le temps de voir qu'elle vous a fait asseoir juste à côté de l'auteur que vous avez dénoncé. Et donc cette géographie de l'audience n'existe pas. C'est une problématique quotidienne. Et aujourd'hui, quand on me pose la question du regard humain sur le système judiciaire, la place de la victime, par exemple, il y a encore beaucoup à faire sur cet accompagnement, sur ce que l'on doit en faire. J'aimerais terminer un petit peu, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je les considère comme victimes, mais c'est un sujet immédiatement sensible. J'interviens beaucoup pour des migrants. Et c'est un sujet sensible parce que ça fait 3 ans que je suis dans le Lot-et-Garonne, et en un an d'installation de mon cabinet, je me suis fait casser ma plaque à plusieurs reprises parce que j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée de dire ce que je faisais de mon activité, notamment j'ai marqué droit des étrangers. Et bizarrement, ma plaque a été cassée à plusieurs reprises juste sur le droit des étrangers. J'en fais une force, véritablement. Un certain nombre de groupements politiques ont pu bourrer ma boîte aux lettres de tracts de leur parti. J'ai essayé de leur demander de m'inviter pour pouvoir en discuter. Vous savez, la victoire se fait dans l'échange. Jamais je n'étais invité. Mais aujourd'hui, ces invisibles-là, j'en parle parce que ça me touche beaucoup, et c'est même le sujet dans lequel mon métier d'avocat, je m'y reconnais le plus. On va se le dire de suite, c'est pas du tout rémunérateur, et mon comptable me demande d'arrêter. Voilà. Très concrètement. En revanche, ça rejoint cette vocation que j'avais enfant, c'est j'aime les autres. Voilà. Et ces personnes-là, quand elles viennent au cabinet pour me dire j'ai tel âge, j'ai traversé tant de pays, j'ai fait tout ça, j'ai laissé ma famille pour essayer de venir ici, aidez-moi à régulariser ma situation, aidez-moi à lutter contre cette expulsion, c'est là où mon métier prend beaucoup plus de sens. Mais c'est là où il est le plus difficile, parce que ce sujet, on parlait des personnes... Il y a un sujet qui est hyper intéressant, je pourrais en discuter des heures sur l'éloignement des prisonniers, parce que ça aussi, ça c'est une petite parenthèse, mais quand vous l'avez évoqué, c'est un sujet terrible, parce qu'il y a encore des prisonniers, notamment du Pays Basque, qu'on met dans le nord de la France juste par mesure de l'éloignement. Le sujet des invisibles, des personnes qui sont étrangères, ça c'est un sujet où il y a tout à faire, et
il y a de moins en moins de confrères qui ont envie d'intervenir sur ce sujet-là, déjà parce que c'est très prenant, que les juridictions sont dispersées sur le territoire. Le tribunal administratif, c'est Bordeaux, les visas, c'est Nantes, la Cour nationale du droit d'asile, c'est Montreuil. Maintenant, il va y avoir une branche sur Bordeaux. Mais vous comprenez que c'est beaucoup d'investissements et que c'est des personnes qui, aujourd'hui, ont besoin d'aide, mais ne demandent pas grand-chose, si ce n'est être un peu reconnues ou en tout cas essayer de s'insérer. Et c'est là où j'aimerais vous confier que c'est le moment le plus difficile pour l'avocat, parce que sur ce sujet-là, je vous l'ai dit en introduction, j'ai beaucoup de mal avec la non-réponse. Et une fois par semaine, voire un peu plus ces derniers temps, je suis obligé d'appeler des personnes pour leur expliquer que tous les recours que nous avons faits, ils ne fonctionnent pas. Et récemment, depuis le 1er octobre, j'ai une assistante qui est étudiante et qui vient me donner un coup de main au cabinet. Et elle a suivi un peu le dossier d'une dame qui est partie de la Côte d'Ivoire, qui est arrivée ici parce qu'elle avait subi des violences, qui a réussi à reconstruire sa vie avec un monsieur guinéen qui lui a des papiers et ils ont eu 2 enfants qui sont nés ici, et on a fait tous les éléments nécessaires pour essayer de la régulariser, et ça n'a pas fonctionné. Elle a eu ce qu'on appelle une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. On a fait un recours, ça n'a pas fonctionné. On a saisi la cour administrative d'appel, ça n'a pas fonctionné. Mais à ce moment-là, cette dame, j'ai dû l'appeler. J'ai dû l'appeler pour lui dire, voilà, madame, nous avons fait tous les recours possibles, ça ne fonctionne pas. Et mon assistante, Léa, était là, et il y avait le haut-parleur. Et quand j'ai expliqué tout ça à cette dame, elle m'a juste dit, mais maître, je vais où maintenant ? Et c'est là où mon rôle d'avocat face à la non-réponse est terrible, parce que moi, je ne suis plus avocat à ce moment-là, je suis un être humain comme vous, et j'ai pas la réponse à ça. Et même encore aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à terminer cette conversation, et mon assistante est partie pleurer, parce que c'était la première fois qu'elle était confrontée à ça. Donc aujourd'hui, notre place à tous et à tous, c'est pas seulement l'avocat ou les intervenants, c'est de comprendre que humainement, le sujet est tellement vaste. Vous avez les détenus, vous avez les personnes migrantes, vous avez les victimes, vous avez des auteurs qui ont envie de se réinsérer. Les sujets, ils sont là, ils sont dans le Lot-et-Garonne, ils sont un peu partout, mais vous avez une multitude d'engagements, et en vos qualités aujourd'hui, je crois essentiellement que c'est des moments où vous avez une capacité d'écoute. On est capable d'avancer ensemble. Et moi, souvent, j'ai besoin de tous ces intervenants, parce que faire du droit, je sais faire, mais accompagner comme un psychologue, pas vraiment, quoique. Aider sur des sujets plus sensibles de violences faites en femmes, j'ai pas toute une légitimité pour accompagner sur des sujets comme ça, même si je m'y exerce. Mais vous comprenez qu'en tout cas, que vos actions à vous, elles ont toujours une actualité en 2024, et je conclurai là-dessus, parce que vous avez compris que je peux être très bavard et que j'ai mis le timer, parce que sinon on y passe l'après-midi. Pour venir ici, je terminais une de mes lectures qui était hyper intéressante, je pourrais vous donner les références. C'est un confrère belge qui a écrit un livre sur la justice, quoi en attendre selon qu'on soit auteur ou qu'on soit victime, mais je trouve que son titre est tellement évocateur pour toutes les questions que vous allez nous poser, bien évidemment, parce que le but c'est de vous lancer plein de questions. Il a appelé son livre « Réparer ou punir ». Voilà. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est un vaste sujet, et que le curseur, on n'arrivera jamais à le positionner, parce que nous avons tous un regard humain, et que je crois que nous avons envie d'aider toutes les personnes, peu importe leurs conditions. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci de l'avoir écoutée. Pour en savoir plus sur l'ACAT, je vous invite à consulter le site internet www.acatfrance.fr ou à contacter Marie-Thérèse Marchand au 06 07 96 00 76. À bientôt.
C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Présenté par Aurélie Véron.